Bonjour tout le monde, ici Julien Loboda du blog immobiliermeublé.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui je vous propose une interview d'un multi-investisseur en meublé, à savoir Yann Margeau du blog meublépasapa.com. C'est parti! Donc Yann, c'est un confrère de blogging et d'investissement parce que c'est un investisseur aussi en meublé. J'ai trouvé ça sympa aujourd'hui de faire une interview avec lui pour que vous puissiez avoir un retour d'expérience de quelqu'un d'autre sur le sujet. Donc Yann, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, voilà, ton âge, où tu habites, ce que tu fais dans la vie, voilà, qu'on voit un petit peu qui tu es. Eh ben c'est parfait. Donc bonjour Julien. Je commence. Alors moi j'ai 37 ans. J'habite à Gien dans le sud-est du Loiret et je suis enseignant spécialisé dans la grande difficulté scolaire. Donc comme tu l'as souligné, je suis aussi auteur du blog meublépasapa.com. Voilà. Donc j'ai commencé mes études dans le Limousin et maintenant je suis installé dans le Loiret suite au concours que j'ai obtenu de professeur des écoles. D'accord, ok. Super. Du coup, donc toi, t'es un peu comme moi, t'es investi dans l'immobilier, tu possèdes pas mal de biens. Ça fait combien de temps que t'as commencé à investir dans l'immobilier? Alors, justement, moi j'ai commencé à investir directement pendant mes études. Alors au départ, c'était pas vraiment un investissement. J'avais acheté un studio dans lequel je vivais puisque c'était une opportunité et je me suis rendu compte que très rapidement c'était intéressant. Je remboursais 300 euros à la banque alors que finalement j'en donnais plus quand j'étais en location. Donc ça a été, on va dire, le premier déclic. Et après, je m'y suis intéressé beaucoup plus en profondeur quand j'ai continué dans mon travail. Donc j'ai commencé, on va dire, aux alentours de 2005. Et puis maintenant, j'en possède une certaine quantité, ouais, tout à fait. D'accord. Et du coup, puisque t'en parles, tu possèdes combien de biens aujourd'hui? Alors, donc j'ai l'appartement de Limoges qui à l'heure actuelle est un vrai investissement puisqu'il est quasiment fini de payer et je le loue à des étudiants, comme moi je l'étais à l'époque. D'accord. Et maintenant, j'ai aussi un immeuble de rapport à Briare dans une petite ville du Loiret, donc avec 3 appartements et un bail commercial. J'ai un autre immeuble de rapport dans une ville un peu plus conséquente de à peu près 10 000 habitants, avec 3 appartements aussi. Une petite maison et dans une petite ville et 3 petites maisons proches d'une centrale nucléaire. Alors, je dis proche d'une centrale, c'est simplement, on le verra tout à l'heure, j'imagine, c'est parce que ça a son incidence sur la manière de faire la location. Et peut-être une dernière chose, j'ai aussi 4 mobil-homes. Alors, c'est un peu différent de l'immobilier, mais ça m'a permis aussi de faire mes armes, on va dire, dans la location saisonnière. D'accord, Voilà. ok. Ouais, c'est intéressant, on va en reparler parce que c'est vrai que c'est un type d'investissement qu'on voit pas souvent finalement. Il y a deux écoles, hein, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, donc ça sera effectivement intéressant que tu nous parles un petit peu de cette expérience-là sur tes mobilhomes. Ok, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres par rapport à tout ce que tu as aujourd'hui? C'est-à-dire, voilà, pour aider un peu les gens qui vont nous écouter, qu'est-ce que tu encaisses comme loyer, qu'est-ce que tu as comme mensualité de prêt en face, et du coup, qu'est-ce que tu arrives à sortir comme cash flow aujourd'hui sur tes biens? Alors, tout à fait. Alors, ce que je peux faire, c'est que déjà, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avant de donner des chiffres, vraiment, j'applique toujours la même règle. Hein. C'est des choses que j'avais vues en formation. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que cette règle, pour moi, c'est quand même une base. C'est la règle des 70, où je me débrouille toujours à faire en sorte que ce que je donne à la banque, ça représente au maximum 70% des loyers que j'encaisse. Et je trouve que ça, c'est quand même une assurance pour, voilà, pour éviter d'avoir des problèmes et pour pouvoir enchaîner les investissements surtout. Tout à fait. Mm. Voilà. Alors, je vais prendre peut-être un exemple sur l'immeuble de Briard, avec les 3 appartements et le bail commercial. C'est un bien avec le meublé, je loue tout en meublé, tous les appartements, et je dois rembourser 877 euros à la banque et j'encaisse à l'heure actuelle 1760 euros de loyer. Voilà, sur une location longue durée classique. Ouais, donc tu te sors à peu près 900 euros de cash flow brut, hein, on est d'accord, sur cet immeuble, quoi. Voilà, tout à fait, hein. C'est brut parce que derrière, on a évidemment différents frais comme la taxe foncière. Donc voilà, mais en brut, ça fait à peu près 900 euros de cash flow, effectivement. Alors après, j'ai des choses un peu plus modestes aussi sur, par exemple, la petite maison qui est située à Bonny.
Là où je vais rembourser 244 euros, je la loue 420 euros. Donc j'ai à peu près 180 euros de cash flow brut une nouvelle fois. Donc c'est un peu toujours ce genre de principe. Alors j'avoue, j'ai pas le montant total, mais je sais qu'à l'heure actuelle, je pourrais vivre des rentes, mais ça nécessiterait peut-être une organisation, peut-être encore quelques biens et une organisation un peu différente. Mais en tout cas, sur tous mes biens, je dégage un cash flow positif, effectivement. D'accord, ok. C'est vrai que ça, c'est quand même un critère qui est important quand on investit de dégager un cash flow positif. Tu l'as dit, respecter la règle des 70%. Tu as expliqué ce que c'était. Donc, effectivement, c'est un point important, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que, comme toi, Julien, on l'a vu, hein, c'est aussi faire preuve, on va dire, de cohérence par rapport aux banquiers. Et c'est ce qui nous permet, j'ai envie de dire, pour tous les investisseurs, c'est ce qui permet aussi de pouvoir enchaîner et voilà, et d'avoir une soupape de sécurité pour rembourser les différents frais. Oui, oui, c'est clair. On a, enfin ça c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que c'est important de se former avant de se lancer. Je pense que toi et moi on a dû suivre à peu près la même formation, puisqu'on en avait déjà parlé. Faut voir ça comme un investissement et pas comme un coût, parce que c'est ce qui évite de faire des erreurs par la suite. Et cette fameuse règle des 70% qui est quand même la base, est ce qui permet à la fois d'enchaîner les investissements, tu en as parlé, et ce qui permet effectivement d'avoir cette soupape de sécurité, parce que si tu as du vide locatif ou si tu as comment dire, une dépense imprévue, des travaux, des choses comme ça, d'avoir cette marge de manœuvre et de pas te retrouver pris à la gorge, quoi. Exactement, exactement. Tu fais du meublé sur tous tes biens. Comment tu les exploites ces biens? Est-ce que tu les exploites tous de la même façon ou est-ce que tu as des différences d'exploitation justement en fonction du type de bien entre tes immeubles, entre appartements ou bien petites maisons ou encore mobil-home? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors, oui, complètement. Alors, justement, cette question, ça permet aussi de souligner. On est un peu sur les mêmes thèmes dans nos blogs. Je pense qu'on parle du meublé parce que ça nous parle. Et c'est exactement un des premiers avantages, c'est que ça permet de différencier les stratégies et puis de voir des fois des styles de location complètement différents. Donc, moi, j'avoue, je loue beaucoup sur du long terme. Ça permet d'avoir un peu moins de travail à faire, hein. Là, c'est le côté feignant qui ressort. Donc, du coup, voilà, moi, je suis beaucoup sur du long terme. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de demandes pour différentes raisons, hein. Des personnes qui viennent pour 2 ans ou alors qui viennent d'obtenir un CDI, qui apprécient le fait d'avoir un meublé avant d'acheter. Je fais aussi du saisonnier, alors là aussi par nécessité, puisque les mobilhomes, on est effectivement sur des saisonniers. Ça me permet de dégager un bénéfice assez sympa, hein, qui doit être aux alentours de 3500, entre 3500 et 4500 euros de bénéfices par an, par mobilhome. Ah ouais, effectivement. T'en as combien des mobil-homes? J'ai 4 mobilhomes. D'accord, ouais, donc tu te sors un petit 4, 8, 16, entre 16 et 17 000 euros de bénéfices sur 4 mobil-homes chaque année, quoi. Voilà, ouais, j'essaie de travailler là-dessus. Alors, des fois, j'arrive à faire un peu mieux en multipliant quelques stratégies, puis en échangeant avec d'autres propriétaires sur le camping. Ça, c'est intéressant. Des gens qui ont loué leur semaine et qui envoient des locataires, et moi, je fais l'inverse. Ça permet de multiplier les semaines. Donc ça, c'est un principe qui est pas mal dans le principe du mobilhome, tout simplement. Et effectivement, je travaille aussi sur les prix de parcelles. Alors, c'est un peu particulier parce que dans les mobilhomes, enfin, dans le principe des mobilhomes, on loue une parcelle à l'année dans le camping. Ok, Et moi, j'essaie de diminuer ce coût en faisant quelques commissions. Voilà. c'est-à-dire, tu peux nous en dire plus? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai aussi un blog investissementmobilhome.com qui permet d'apporter des informations aux gens sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire avec les mobilhomes. Et parfois, quand j'arrive à aiguiller certaines personnes et que ces personnes achètent à des endroits précis, je peux toucher une commission sur la vente du mobilhome, ce qui diminue en fait le prix de ma parcelle à l'année. D'accord, ok. Ouais, ce qui est une autre façon, effectivement, de faire de l'immobilier indirectement, quoi. Effectivement. Ouais, complètement, ouais, complètement. Alors voilà, de toute manière, moi, c'est vraiment les conseils aussi que je donne dans le blog. J'ai envie de dire que exactement comme l'immobilier, c'est très très important d'avoir les informations utiles pour éviter de courir à la catastrophe. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le monde du mobilhome, il y a des détracteurs, mais il y a aussi des raisons. Pour ça, c'est que il y a des choses bien à faire, mais par contre, il faut être vraiment au courant de ce qui est appliqué, on va dire, dans ce genre de milieu. Ouais, parce que moi j'avais vu notamment, après on reviendra sur tes modes d'exploitation, mais que sur le monde du mobilhome,
La raison, enfin les détracteurs, l'argument pardon numéro un qui était avancé, c'était que contrairement à un bien immobilier, un mobil-home ça ne fait que se dévaloriser dans le temps, un peu comme une voiture par exemple, qu'au bout d'un certain temps ça vaut plus rien. Et que du coup, effectivement, le ticket d'entrée est beaucoup plus faible, tu vas faire du cash, mais par contre, tu auras une valeur résiduelle au bout d'un certain temps qui sera quasiment nulle. Qu'est-ce que t'en penses toi en fait là-dessus? Ah bah, je pense que là, tu as résumé le truc exact. C'est exactement ça. C'est vraiment la grosse nuance avec l'immobilier. C'est que moi, c'est ce que je dis aux entre guillemets investisseurs dans les mobil-homes. Quand quelqu'un souhaite acheter, la première chose que je lui dis, à partir de maintenant, quand vous avez acheté, on considère que le mobil-home, il vaut zéro. C'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas de revente de mobil-home, il y aura peut-être une destruction gratuite ou il y aura peut-être une revente qui va permettre de gagner 2 000 € quand on va le revendre, je sais pas. Enfin, quand je dis 2 000 €, ça sera peut-être la valeur du mobil-home, hein. Mais non, l'idée dans le mobil-home, vraiment, c'est j'achète, je le rembourse en 6 ans avec mes 4 000 € de marge chaque année. Donc voilà, j'arrive à le rembourser en 6 ans et derrière, le bénéfice est vraiment pour moi. Voilà, ça c'est vraiment l'idée. Et je le dis aussi tout de suite, j'en profite dans cette interview, il faut pas du tout partir avec une idée, je vais gagner 10 000 € avec un mobil-home par an, parce que ça, c'est pas possible. Voilà, quelqu'un qui gagne à l'heure actuelle en étant sur un camping qui a toutes les conditions nécessaires, quelqu'un qui gagne 3, 4, 5 000 € de bénéfices nets avec son mobil-home, eh ben il est déjà voilà, il est déjà en place, il est déjà expérimenté, il fait déjà des choses intéressantes. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc ça c'était pour les mobil-homes. Du coup, sur tes autres biens, tu nous as parlé d'appartements que tu loues à des étudiants, ok. Tu faisais du long terme sur des immeubles. Et donc déjà, tu es sur trois modes d'exploitation différents. Et tu nous as parlé de petites maisons près d'une centrale nucléaire. Oui, 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 tout à fait. Alors, ça, on va dire que c'est un autre mode de location qui est venu on va dire, par la localisation géographique. Donc là, effectivement, j'ai trois petites maisons avec un terrain autour sur lequel on peut trouver le barbecue, des espaces, on va dire, de vie en pleine campagne. Et ces trois petites maisons, moi, je les loue en colocation courte durée. Alors, colocation courte durée, pourquoi? Parce que elle est située, cette maison divisée en trois, elle est située en fait à côté d'une centrale nucléaire qui a 2 réacteurs et il y a beaucoup, beaucoup d'entretiens chaque année, chose que je ne connaissais pas avant. Et on a par moment, par épisode, hein, sur 3, 4, 5 mois des fois, voire plus, on peut avoir 6, 7 000, 10 000 prestataires qui viennent et qui cherchent des logements. D'accord, ok. Alors moi, ce qui est très intéressant, bah, c'est la demande. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est que, alors je ne sais pas exactement quel organisme et comment ça se passe, mais ce que je veux dire par là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils touchent une commission, les agents touchent une commission qui doit être de l'ordre de 60 € par jour pour se nourrir et se loger. Ce qui fait que voilà, on peut tout à fait loger 3 prestataires ou 4 prestataires dans une même maison si le confort est adapté et que voilà, ils ont leur espace intimité. Et les agents, ils mettent jusqu'à entre 100 et 130 € par personne et par semaine. Donc bon voilà, quand on fait le calcul, c'est facile à comprendre. Si on met 4 personnes dans une même maison à 110 € la semaine par personne, on arrive à faire des semaines qui allant jusqu'à voilà 440 €. Donc multiplié par 3, ça peut faire des semaines à Ouais, 1 200 €. ouais, 1002, 1003. Et là, je pense que enfin, c'est super important pour les gens qui vont nous écouter. Je pense que tu as identifié un vrai besoin auquel tu réponds, parce que tu parles d'un budget de 69 € par jour pour se nourrir et se loger. Moi qui étais avant beaucoup en déplacement quand j'étais encore salarié, je peux te dire que c'est un budget qui est pas élevé en fait quand tu dois, enfin si tu dois aller à l'hôtel ou si tu dois aller au restaurant, 69 €, tu fais pas grand-chose. Et là, effectivement, le fait de proposer de la colocation courte durée, bah, tu leur proposes le confort d'une maison qui va rentrer dans leur budget, dans laquelle ils vont pouvoir se faire à manger. Donc là, tu réponds clairement à un besoin de niche, mais je pense que tu as effectivement trouvé un filon qui est intéressant, quoi. Alors ouais, tout à fait, hein, alors bon, je l'ai pas inventé, hein, tu te doutes bien. La seule chose, c'est que j'ai vu aussi, j'ai rencontré une personne moi qui fait exactement la même chose et qui a carrément des petits chalets autour d'un étang. Donc ça cartonne, les agents adorent, ils prennent vraiment du plaisir à venir. Donc moi je me suis rendu compte que le besoin, comme tu l'as dit, il fallait identifier par rapport à la somme qu'ils avaient en argent, et il fallait aussi identifier par rapport à ce qu'ils souhaitent avoir. Là clairement.
les agents, ils préfèrent vraiment avoir cette petite maison avec l'espace barbecue dehors plutôt que d'avoir un appartement en plein centre-ville. On n'est plus du tout sur les mêmes envies, on va dire. Oui, 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 ce qu'ils veulent, c'est un truc à côté de chez eux, enfin à côté de leur lieu de travail, pardon, avec le confort, comme tu disais, nécessaire, et puis tu as le côté convivial, effectivement, avec le cadre dans la... T'as un espace jardin, barbecue, ouais, effectivement, tu cibles pas du tout les mêmes personnes, le même type de clients, que si tu avais un appartement, comme tu dis, centre-ville, loué en courte durée, quoi, ça c'est clair. Ah ouais, complètement. Et aussi, j'ai remarqué autre chose après, c'est que, alors, ça, c'est un peu, on va dire, j'ai pas envie de dire la faute, mais c'est un peu ce qui s'est passé dans la pratique. C'est que, avec du recul, on se rend compte qu'on pourrait louer un peu plus par personne, parce que ils ont de quoi, voilà, là, pour le coup, 60 euros par jour, si on multiplie par 5, 6 fois 5, 30, ça fait 300 euros. Le fait qu'ils mettent que 100 euros, il leur reste quand même une petite marge qu'ils peuvent se mettre de côté. Alors, ils apprécient beaucoup, les agents, et ça se comprend, c'est qu'il leur reste une somme, on va dire, qui complète leur mois. Et ça, c'est quand même très important. Maintenant, je pense qu'on aurait pu peut-être gagner un petit peu et aller jusqu'à 140 euros la semaine, et tout le monde y aurait trouvé son compte. Bon, maintenant, avec du recul, je me dis que c'est très bien comme ça aussi. Je préfère vraiment que les agents, ils aient leur confort, ils sont éloignés de leur famille toute la semaine. Là, ils se retrouvent vraiment dans un petit confort, surtout quand il fait beau. Donc, bon, on y trouve tous notre compte et c'est ce qui fait aussi que les agents, ils dégradent pas les biens. Donc, Oui, voilà. en fait, bon, ce qui est surtout, tu te fais une clientèle d'habitués qui apprécie. Donc, effectivement, peut-être que tu pourrais louer un peu plus cher. En contrepartie, tu as deux énormes avantages. Tu as ta clientèle fidèle, donc tu as ton fonds de commerce d'assuré. Et comme tu dis, ils sont contents, ils sont pleinement satisfaits. Ils ont aucune raison de dégrader ton bien. Ça, c'est clair et net. Voilà, complètement. Alors, peut-être ce qui pourrait justifier que la semaine soit un peu plus élevée, c'est qu'avec avec les agents, notamment pour reprendre cet exemple, je trouve qu'il est nécessaire d'avoir un service ménage quand ils s'en vont le vendredi, par exemple. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de permanent et d'entretenu. Ça, c'est ce qui est un peu différent de la location saisonnière classique. Je pense que tu vas pouvoir me confirmer parce que tu en fais pas mal. Où logiquement, on a pris une caution aux personnes qui sont sur place et qui sont censées rendre l'appartement dans le même état. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est-à-dire que ce que tu pourrais faire, alors moi c'est ce que je fais sur mes appartements saisonniers, ça dépend des plateformes, mais disons que systématiquement je facture, s'il y a une prestation ménage à faire, je la facture. Après il y a certaines plateformes où c'est obligatoire, enfin où je l'impose, donc les gens quand ils réservent sont obligés de prendre le forfait ménage, et il y en a d'autres où c'est optionnel. Mais effectivement, je sors bien le prix du forfait ménage du prix de la location, tout à fait. D'accord, d'accord, d'accord. Ce qui te permet d'augmenter un peu ta rentabilité parce que effectivement si ton ménage te coûte, je sais pas moi, une heure de ménage te coûte 15 euros, que tu factures 20 ou 25, bon tu t'arrives à augmenter, alors ça va pas changer ton mois non plus, hein, mais tu arrives à augmenter un petit peu ton cash flow quoi. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, moi, bon, peut-être pour finir à ce sujet-là, j'ai fait aussi comment dire, je leur ai proposé certainement à partir de octobre ou voire un peu plus tard l'année prochaine. Je pense qu'on va passer à 110 euros par semaine plutôt que 100 euros par personne. Donc, l'idée, c'était exactement ce que tu viens de dire. C'était de prendre en compte les frais ménages qui coûtent à peu près ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire on peut compter jusqu'à 15 euros, voilà, entre 12 et 15 euros l'heure de ménage. Ouais, après ce qui est bien, c'est que si t'en as trois ou quatre effectivement qui logent dans la même maison, toi de toute façon enfin, le temps de ménage que la personne va passer, alors il va être un petit peu plus long, mais il va pas être proportionnellement, ça va pas être proportionnel au nombre de personnes. Peut-être qu'au lieu de passer 40 minutes à faire le ménage, elle va y passer une heure, mais l'avantage c'est que tu répercutes ça sur, tu disais 110 par personne, donc tu fais 10 euros fois 4 personnes, effectivement t'as 40 euros, et pour eux je pense que rajouter 10 euros à la semaine, c'est pas déconnant. Par contre, toi, effectivement, ça te couvre complètement ton ménage et t'augmente ta rentabilité, quoi. Voilà, tout à fait. C'est le but. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est peut-être une petite parenthèse, mais je pense que je leur ai exposé, on va dire, de manière très transparente. C'est-à-dire que les 10 euros, ils sont pas non plus, je les prends pas pour les prendre et profiter un petit peu de leur commission. Je pense qu'ils ont bien compris aussi que quand ils s'en allaient le jeudi soir, parce qu'ils ont tendance à partir les jeudis soirs, et ils étaient quand même contents de revenir le dimanche soir et que, on va dire, la pièce dans laquelle ils vivent, ça soit rangé nickel, voilà. Et en même temps, ils laissent l'autorisation malgré le fait que leurs soient encore dans les maisons. Ouais, je comprends. Ok.
Du coup, puisqu'on en parle, on va passer là-dessus. Tu parlais de ménage sur tes investissements. Bon, alors, en longue durée, tu m'as dit qu'effectivement, voilà, tu avais fait de la longue durée parce que tu voulais pas que ça te prenne trop de temps. D'une façon générale, est-ce que tu gères tout seul ou est-ce que tu as délégué soit à des agences, soit à des personnes, notamment sur de la courte durée, pour les opérations courantes, donc la gestion quotidienne, la recherche des locataires, le ménage, tout ça, les check-in, check-out, comment tu t'organises? D'accord. Alors justement, oui, moi en fait l'idée c'est quand même de se libérer du temps. J'ai pas du tout envie que l'immobilier, enfin la partie immobilière en place, j'ai pas envie non plus que ça me prenne tout mon temps. Donc moi je suis quand même très partisan de déléguer un maximum. Par contre, je trouve que c'est très important, c'est de déléguer, on va dire, de manière on pourrait qualifier d'intelligente. C'est déjà d'apprendre à connaître du monde avec qui on va travailler, avec qui on va être en toute confiance. Et puis peut-être aussi au fur et à mesure d'apprendre à déléguer des choses qui sont un peu plus pesantes pour nous. Alors, dans le long terme, moi, ça c'est vraiment par choix. Je ne mets pas mes biens en agence encore parce que première raison, j'ai des biens qui sont proches de chez moi et je peux tout à fait faire les entrées et les sorties. Mais c'est pas la raison essentielle. Moi, sur le long terme, j'aime beaucoup faire connaissance avec les locataires. L'idée, c'est vraiment de bien mettre en avant mes conditions. Et aussi, il faut être honnête, hein, de faire une sélection parfois, c'est-à-dire en rencontrant plusieurs locataires potentiels. Et bien, de toute manière, il faut bien faire un choix. Donc, ça permet quand même de faire un choix en toute connaissance de cause. Et je trouve que voilà, c'est le moyen de présenter son bien, c'est le moyen de faire connaissance, c'est le moyen de donner des conditions, et c'est le moyen aussi d'avoir un petit feeling. Donc, ça, j'avoue, j'aime bien le faire. Maintenant, je dis pas que si demain je dois déménager sur une île, hein, par exemple, je donnerai certainement mes biens à une agence. Et bien, il faudra quand même que je fasse un travail de reconnaissance entre guillemets pour que je puisse avoir quelqu'un de confiance. C'est-à-dire que là, c'est pareil, j'aurai des exigences et mes exigences, elles seront assez simples. C'est que j'aurai envie d'avoir le moins possible, voire pas du tout, de vacances locatives. C'est en ça que je trouve que la sélection des partenaires, elle est quand même, elle est à faire en toute intelligence. Et puis, et autre point, je trouve que c'est très important d'apprendre à faire les tâches au départ, de manière à savoir ce qu'on va demander aussi aux personnes qui vont travailler pour nous au final. Oui, ça c'est un point très important. Et c'est vrai on a tendance à le survoler souvent ou à le minimiser. Moi, j'ai fait aussi, alors moi, mes biens aujourd'hui en courte durée, ils sont délégués, hein, mais sauf la partie commerciale. Mais c'est vrai que la première année, je m'occupais moi-même des check-in, check-out, même le ménage, hein, je l'ai fait. Euh, Ça te permet de voir vraiment le temps que tu mets, le temps que ça te prend, la contrainte que ça peut représenter, les questions, comment ça se passe avec les premiers locataires, ce qui peut se passer, tu vois, ce qui peut manquer, quelles peuvent être leurs interrogations. Et oui, t'as raison, il faut l'avoir fait, même si c'est pas longtemps, mais il faut savoir comment ça fonctionne avant de déléguer. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, comme tu le dis, quand on l'a fait, on sait, enfin voilà, on sait ce qu'on va demander. Et puis, je pense qu'on a tellement la connaissance de la chose que on va être à la fois exigeant parce qu'on sait qu'on est capable de le faire, mais on va être aussi à la fois, comment dire, réfléchi. Et on sait que ça vaut quand même, c'est du temps. On sait que ça vaut de l'argent. Et je pense qu'on a peut-être encore moins de scrupules à déléguer et moins de scrupules à financer cette action au final. Tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai souvent des. Je vais faire une parenthèse là, mais des gens qui me demandent. Alors, d'ailleurs, tu vas nous dire, toi, combien ça te coûte après de. Enfin, si tu délègues le ménage, le check-in, check-out, ces choses-là. Mais moi, quand j'annonce le coût enfin, ce que ça me coûte, effectivement, il y a toujours des gens qui me disent, mais c'est super cher, c'est dingue. Il faut bien se rendre compte, effectivement, que la délégation, ça a un coût, parce que c'est un vrai boulot. Et le fait de l'avoir fait au début, bah, comme tu viens de le dire, ça permet de savoir, de valoriser ce coût, hein, de se rendre compte de ce que c'est. Euh, mais il faut aussi voir que le fait de déléguer, ça te permet, enfin moi en tout cas, ça m'a permis de louer beaucoup plus que quand je m'en occupais moi-même, parce que j'habite pas à côté, et puis parce que du coup maintenant je peux ouvrir mon calendrier toute l'année, alors qu'avant bah, je le faisais sur les plages où j'étais disponible quoi. Donc en fait, c'est un coût, mais c'est pas forcément une dépense, enfin c'est un investissement quoi. Je vois vraiment ça comme un investissement. Ah mais complètement. Et puis et pour différentes raisons. Là, toi, tu viens d'évoquer le fait que tu louais plus parce qu'effectivement, tu ouvrais ton calendrier à l'année. Certainement que tu étais encore plus actif sur certains sites, ce qui te permettait d'être plus visible et donc tu faisais encore plus de locations. Et j'ai envie de dire que au niveau psychologique, très certainement, enfin en tout cas moi ça peut me le faire. J'ai besoin de déléguer ces tâches-là
parce que c'est le cas pour moi aussi, hein, pour répondre à ta question de tout à l'heure. J'ai besoin de déléguer ces tâches-là de manière aussi à créer une espèce de liberté psychologique qui me permette carrément d'acheter d'autres immeubles, de faire d'autres investissements et de faire des choses qui me plaisent vraiment et qui sont ce que je considérerais plus maintenant comme mon travail. Voilà. Donc c'est ce côté-là, t'as raison, ça coûte cher, mais je pense que voilà. Mais on a bien compris que le travail que ça représentait, donc oui, ça coûte cher, mais ça fait partie de l'investissement. Bah, tu vois, alors c'est marrant, on en parle. C'était pas du tout prévu, hein, c'est en temps réel vraiment. Je viens de recevoir une notification sur mon téléphone. Là, faut savoir que je suis en vacances en ce moment, je suis à 1000 kilomètres de mes biens. Parce que j'ai délégué et que le calendrier est ouvert, là je viens de recevoir, pendant que je te parlais, hein, voilà, pendant qu'on faisait cet enregistrement, une réservation pour 3 nuits, 350 euros qui tombe, quoi, tu vois. Donc Ah ouais. c'est bien l'exemple que c'est pas un coût, parce que c'est 350 euros, alors même si je vais devoir payer effectivement quelqu'un pour faire check-in, check-out, bah, il serait pas rentré si j'avais pas cette personne pour le faire, quoi. Ah ouais, bien sûr, hein. Et puis voilà, là où ça va te coûter quelque chose, n'empêche que quand tu fais la déduction, non seulement t'as loué, mais en plus voilà, tu gagnes de l'argent. C'est ça, exactement. Ouais, juste pour compléter ça, effectivement, il y a aussi une autre manière. Comment dire? Là, je pense on est sur des coûts similaires. Moi, je vois pour les mobilhomes où moi, je paye une cinquantaine d'euros avec le petit cadeau de bienvenue juste pour l'entrée et la sortie. Par contre, effectivement, là aussi où je dois le mettre en avant parce que ça, c'est une chance. Je travaille avec une dame qui est en micro-entreprise pour les petites maisons dont on parlait tout à l'heure. Ok, Et cette dame, voilà, on est sur des montants beaucoup plus faibles. Elle me fait des entrées, des sorties, elle en gère trois en même temps. Clairement, elle me prend, on est sur 15 euros l'entrée et la sortie. Là, vraiment, ouais. je sais que c'est une chance, elle habite juste à côté. Elle le fait un petit peu, bon, elle a une micro-entreprise pour que ce soit légal, mais voilà, je sais qu'elle le fait aussi parce qu'elle aime ça. Et je suis en train de discuter avec elle pour quelque part qu'elle puisse apprendre à répondre directement au téléphone et qu'elle gère les arrivées directement. D'accord. Donc là, on passerait vraiment à une délégation totale si je le sens et si ça marche, hein, pourquoi pas. Et je pense que je doublerai ça. On va dire que si on en est là, je vais faire peut-être plus que doubler sa commission, j'ai envie de dire, ou sa paye, puisque ça me paraîtrait quand même logique qu'on passe au moins à 30 euros si elle part à chaque fois que quelqu'un vient, si elle devait tout gérer, parce que Bah, c'est ce que j'allais te dire. Déjà, là, tu l'as souligné, je trouve que, enfin, on est sur les mêmes tarifs à peu près, hein, sur les biens en délégation. Là, clairement, 15 euros entrée plus sortie, c'est vraiment pas cher. Alors, c'est bien parce que t'as trouvé une perle, j'ai envie de dire, et qui te permet de te faire un bon cash flow sur ces biens-là. Maintenant, effectivement, il faut savoir aussi, il faut savoir donner pour recevoir. Donc, c'est vrai que si tu lui délègues complètement, oui, je pense que c'est une bonne idée. Il y a plus de boulot, de la rémunérer plus. Et comme elle te le demandera pas forcément, elle, je pense qu'elle te fera du travail encore de meilleure qualité parce que de toi-même, tu auras proposé de doubler sa commission, quoi. C'est clair et ouais, net. bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, mais là, c'est exactement prévu. Bon, ça, on en discutera. Elle, c'est vrai qu'elle est plus dans la préoccupation de recherche et comment je vais m'y prendre, etc. Bon, c'est pas forcément une dame qui est dans le besoin, mais bon, aussi il faut absolument qu'on trouve ce compromis où tout le monde y trouve son compte. Ok. Tiens, puisqu'on parle du meublé et que c'est quand même le thème du blog, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce mode d'exploitation plutôt que de la location nue, par exemple? Alors, pourquoi j'ai choisi le meublé? Je pense que, en fait, ça c'est marrant parce que j'ai vite compris dans l'immobilier par les formations, hein, notamment les règles à mettre en place, mais je sais pas pourquoi. Dès le départ, moi, je voyais pas forcément l'immobilier autrement qu'en meublé. D'accord. Je trouve que c'est très parlant. J'avais même pas réfléchi au départ à la fiscalité ou encore au côté, il y a plein de stratégies différentes avec le meublé. Moi, c'est simplement que je trouve quand on rentre dans un appartement meublé, j'adore ça. Je trouve ça très beau. Je trouve que ça donne envie de s'y projeter. On voit exactement comment on va vivre quand on rentre dans un appart qui est déjà rangé, qui est déjà propre, qui est neuf. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment paru comme une évidence assez rapidement, on va dire. T'avais vraiment ce Voilà. feeling avec le côté l'appartement est meublé, donc on se projette, il y a de la vie. Oui, le côté qu'on retrouve dans toutes les émissions de déco, ou Stéphane Plaza par exemple, qu'on voit partout, où effectivement, il n'y a pas de miracle, hein, c'est un appartement qui est complètement équipé, il déclenche un coup de cœur, on se projette, alors qu'un appartement vide, c'est beaucoup plus compliqué de se dire, bah tiens, où je vais mettre le canapé, où je vais mettre la table, comment je vais organiser la chambre. Oui, oui, ça c'est clair et net, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi.
ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi pour ça que j'aime faire les visites. En plus, on va dire de connaître le locataire, c'est que ça me permet de mettre en avant les biens. Et il y a pas longtemps là, j'ai loué une maison justement. Je fais une parenthèse très rapide, mais j'ai loué une maison à un jeune là, qui est venu. Lui, clairement, il m'a dit, et je lui ai expliqué mes conditions, et il m'a dit, mais vous savez, il m'a dit, j'ai compris comment vous aimez votre bien, et il a dit, moi, je veux vous le rendre comme il est là. Donc, ça veut dire que lui, rien que dans la manière dont je suis arrivé, je pense qu'il a compris, dans mes conditions, il a surtout compris que j'adorais ce que je faisais, Oui. et la présentation des biens meublés. Donc, ça m'a fait rire parce que je me suis rendu compte que je le transmettais sans le vouloir. Bah, c'est que oui, c'est ça, c'est la preuve que tu es passionné par ce que tu fais et que du coup, tu mets beaucoup d'importance, toi, à apporter quelque chose de qualité, donc à apporter de la valeur pour tes locataires. Ouais, complètement, complètement. Et puis, et je trouve au final, j'ai pas de, le fait qu'il l'ait souligné, ça me donne encore plus envie d'être comme ça et de pas déléguer cette partie-là pour le coup, enfin pas tout de suite en tout cas. D'accord. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur cette maison, c'est aussi pour montrer s'il y a des personnes qui écoutent et qui doutent de ça. C'est que là, je suis dans une ville de 1500 habitants. C'est une maison qui fait 80 mètres carrés, même 85 mètres carrés que j'ai meublé entièrement en laissant un petit espace liberté si les personnes ont quelques meubles. À côté de ça, je voulais souligner quand même que malgré le fait qu'on soit dans une ville de 1500 habitants, j'ai quand même refusé, j'avais laissé mon annonce sur le Bon Coin et je pense qu'en une semaine, j'ai refusé entre 10 et 15 personnes qui voulaient absolument, qui cherchaient ce genre de bien. Donc, D'accord. s'il y en a qui doutent vraiment de cette demande-là, je peux vous assurer que ça vaut le coup de mettre une fausse annonce pour faire un test, hein, si vous voulez, mais en tout cas, c'est souvent qu'il y a de la demande dans ce type de bien. Oui, j'avais la semaine dernière ou cette semaine, pareil, j'ai une lectrice du blog qui m'a fait la remarque, effectivement, qui rejoint ce que tu dis. En fait, on me demandait, elle me disait, je pense qu'il y a une vraie demande pour du meublé dans les villes petites et moyennes, quoi. Parce qu'on pense systématiquement à de la grosse ville où on se dit il y a un vrai besoin, ce qui est vrai, mais on néglige beaucoup les villes moyennes et puis les petites villes ou même voire des fois des villages, hein. Alors que moi je me rends compte et tu viens de confirmer ça que non, il y a une demande, elle est là, elle existe vraiment quoi. Et d'ailleurs, pour une ville de 1500 habitants, alors que moi j'habite je dirais, une vingtaine de kilomètres ouais, de cette ville, euh, j'ai quand même découvert avec les personnes qui sont venues visiter, parce que le jour où j'ai accepté ce jeune, j'ai refusé ce soir-là 3 personnes, parce qu'il y a eu 4 visites et j'en ai refusé trois qui voulaient la maison et qui m'avaient dit oui sur le tas. Hein. Et j'ai découvert parmi ces personnes des gens qui obtenaient des CDI dans des entreprises que je ne connaissais même pas. Oui, Donc ça aussi, c'est quand même dingue. On croit tout connaître quand on est quelque part, et au final, non, il y a des petites choses qui existent qu'on ne connaissait pas avant qu'on nous en parle. Hein. c'est sûr. Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Tiens, on parle du meublé, est-ce que tu payes des impôts toi sur tes revenus locatifs meublés? Alors, ça c'est la réponse qui fait plaisir à donner. Non, je ne paye pas d'impôts. Donc, je ne paye pas d'impôts. Alors, c'est pareil. Là, je pense que toi, tu vas m'entendre avec ton expérience aussi, mais c'est certainement que ça peut paraître dingue, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on apprend à apprécier le meublé. Et c'est qu'au final, il y a vraiment des statuts, surtout un en particulier, qui est très adapté et qui permet de ne pas payer d'impôts, puisqu'on déclare, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déduites des loyers que l'on déclare, et au final, on arrive à faire un déficit foncier, et on peut pas être imposable sur un déficit foncier. C'est ça, ouais. Donc, C'est le voilà. statut de loueur en meublé non professionnel au régime réel simplifié. Tout à Euh, fait. Donc c'est exactement ça. Et je signale par la même occasion que les mobilos s'intègrent très bien dans ce statut-là, même s'il y a une histoire de TVA qui est un peu différente, mais bon, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ce qui est quand même génial, c'est de pouvoir faire du bénéfice réel avec de l'argent qui reste sur un compte et de déclarer un déficit avec un moins devant. Et on ne peut pas être imposable sur quelque chose qui est déficitaire. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important que tu soulignes et beaucoup de gens me posent la question, peut-être que c'est pareil pour toi via le blog, parce que c'est pas forcément toujours très clair. Ils disent comment tu peux être bénéficiaire et déclarer du moins. Il faut bien différencier le bénéfice de ton activité, c'est-à-dire qu'effectivement tu encaisses un certain chiffre d'affaires dans l'année et une fois que tu as tout payé, il te reste de l'argent, et le déficit comptable que va te transmettre ton expert comptable chaque année qui lui
alors ça, on va pas rentrer dans le détail, j'avais fait un article dessus, je remettrai le lien en dessous de cette interview, mais où en gros, comme on va amortir notamment le bien et les travaux, et puis déduire bien sûr toutes les charges te permet de, comme son nom l'indique, d'enregistrer un déficit comptable qui est un déficit fictif, en fait. Ouais, tout à fait. Alors peut-être que les gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on peut déclarer un déficit alors qu'on fait du bénéfice, effectivement, peut-être il faut essayer de comprendre que de nos revenus sont enlevés des choses qui sont quelque part assez théoriques. Si on prend les intérêts sont enlevés de ce que l'on gagne. On a aussi l'amortissement du bien, donc ça c'est pareil, c'est une chute fictive du prix de l'immeuble qui est déduite des revenus chaque année. Donc ça permet vraiment d'enlever des choses à notre revenu global pour arriver vers un résultat négatif. Et je parle aussi, évidemment, il faut aussi compter les travaux. Quand on a 40 000, je donne un exemple un petit peu au hasard. Si on a 40 000 euros de travaux, voilà, les 40 000 euros de travaux sont déduits en quelque sorte de ce que l'on gagne et on arrive on arrive facilement à quelque chose de négatif. C'est vrai que peut-être qu'il faut qu'on le souligne aussi, mais c'est qu'on arrive très facilement à quelque chose de négatif, hein. Oui, alors ça En fait, on y arrive très facilement à partir du moment où on achète, on finance. Il y a deux conditions essentielles pour moi, financer le bien à crédit et faire des travaux dedans, quoi. Ça déjà, ça t'aide beaucoup. Après, même si tu le fais pas, il va te rester l'amortissement du bien, mais c'est vrai que c'est vraiment pas compliqué à faire. Et puis je pense que dans les deux conditions que tu viens de donner, alors les travaux, c'est des choses qui peuvent faire peur. Alors je pense que sur les blogs, hein, il y a des articles à ce sujet-là. D'ailleurs, ça me fait penser que ça me donnera envie d'en faire un sur le courtier en travaux avec qui je travaille. Et voilà, les travaux, ça peut faire peur, mais effectivement, ça a vraiment une importance pour les impôts, mais ça a aussi une importance pour faire quelque chose qui vous convient et faire quelque chose de nickel. J'ai envie de dire que les travaux, ça va quand même avec l'investissement et dans le meublé, peut-être encore plus particulièrement pour mettre des choses, pour mettre des choses au goût du jour et aussi en fonction de la stratégie qu'on veut appliquer en location derrière. Ça, c'est clair. Ça, pour moi, ça a trois avantages principaux, tu l'as dit. Donc, tu as le côté vis-à-vis des impôts, tu amortis les travaux. Tu as le côté où ça peut te permettre, et ça même, c'est bien souvent là que tu vas faire une bonne affaire, c'est sur un bien avec travaux, hein, parce que c'est là que tu peux négocier le plus. Et puis, le troisième point, ça va être le côté, effectivement, quitte à faire des travaux, tu fais quelque chose d'actuel, de moderne, qui en plus te permettra de louer beaucoup plus facilement et plus cher ton bien. Et ça, c'est quand même génial. Ah bah tout à fait, et puis même pour la revente d'ailleurs. Tu avais parlé d'un deuxième point aussi tu avais parlé des travaux, ah oui, et d'acheter à crédit. On peut faire la parenthèse. Alors moi je connais pas forcément de personnes capables d'acheter des appartements ou des immeubles sans passer par un crédit, mais pourquoi pas, il y en a peut-être qui se posent la question. Moi ça je trouve, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je trouve que quoi qu'il arrive, on a toujours quand même intérêt à acheter avec un maximum de crédit. L'argent qu'on a sur des comptes qui travaillent d'une autre manière, il n'y a peut-être aucune raison d'y toucher, et à condition d'avoir des stratégies peut-être efficaces en place. On a quand même tout intérêt à demander 100% du financement à la banque. Oui, ça c'est un sujet que j'ai prévu d'aborder, je pense, dans une vidéo prochainement, à mon avis, parce que c'est aussi une question qui revient souvent. Alors, comme tu l'as dit, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter cash, hein, mais il y a des biens, on s'imagine tout de suite que quand on investit, on part sur des centaines de milliers d'euros. Il y a des biens dans des villes en France où tu peux avoir un appartement pour, j'ai vu des appartements moi, à 15 ou 20 000 euros, hein. Alors bien sûr, il faut chercher, il faut sortir un peu des sentiers battus, il faut aller dans des coins moins attractifs, moins sexy, mais ça se trouve. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que j'achète cash ou est-ce que j'achète à crédit? Et tu viens de répondre à la question. D'accord. D'accord. Et oui, effectivement, hein, ça existe. Moi, la maison dont je parlais tout à l'heure, je l'ai acheté 25 000 euros net vendeur. Et encore, je mens, parce que je l'ai acheté 25 000 euros, frais d'agence inclus. Quel est ton objectif en investissant dans l'immobilier exactement? Est-ce que c'était plutôt dans l'optique de te créer un patrimoine? Est-ce que c'était pour te faire du complément de revenu? Est-ce que tu avais une optique de retraite anticipée ou donc de liberté financière? Et est-ce que en cours de route, ces objectifs ont changé ou est-ce que c'est toujours les mêmes? Alors ça ouais, c'est une vraie question parce que j'ai tellement changé d'optique pour répondre à cette question. Moi, à la base, je parle vraiment de liberté. Alors, liberté financière, oui, on peut dire ça. Après, maintenant, voilà, je pense qu'aussi, on l'a compris à force de passer du temps dans les séminaires et les séances d'investissement et tout un tas de formations. Je pense qu'on a tous compris que la vraie liberté, c'était d'avoir du temps et du temps libre pour faire ce qu'on aime faire, hein. Oui. Donc, se créer, on va dire, une rente qui permet de ne plus se lever le matin, de ne plus aller au travail
et de vivre de ces rentes-là, voilà, ça c'était une vraie idée au départ. Maintenant, j'ai la chance aussi d'aimer le travail que je fais, donc je suis peut-être un peu moins dans cette philosophie-là. Je crois que maintenant la passion, elle a pris un peu le dessus, donc j'investis, je me retrouve avec des centaines de milliers d'euros, on va dire, de biens. Oui. J'ai pas du tout envie d'investir. Je travaille toujours avec la même stratégie, donc oui, on va dire que maintenant la passion a pris le dessus et que j'ai pas réellement d'objectif. Il y a quand même, enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que des objectifs, on n'arrête pas de s'en fixer, des micros, des mini, des plus gros, de manière à savoir là où on va. Mais on va dire que le principal objectif, c'est quand même que ça fonctionne et que ça dégage une rente. Maintenant, ça va être qu'est-ce que je mets en place pour bien utiliser cette rente. Ça encore peut-être un peu plus à approfondir et à définir. Par exemple, là, j'ai discuté avec un copain qui est assureur. Je me rendais compte que chez lui ou chez un autre, mais chez lui en tout cas, ça peut fonctionner. En plaçant 400 000 euros chez lui, il serait possible d'avancer avec 1700 euros par mois net d'impôts, rien qu'en vivant avec les intérêts. Donc je me disais, pourquoi pas me servir du levier immobilier pour obtenir une somme pareille à un moment donné, et puis un jour me dire, bah voilà, j'ai 1700, 2000 euros qui tombent grâce à ce que j'ai mis en place, et là je suis complètement libre de faire ce que je veux. Oui, c'est-à-dire que ça te ferait du 5% de rentabilité Oui, en plaçant cet argent. Effectivement, on se dit, ouais, attends, 400 000 euros, faut les sortir. Mais effectivement, comme tu dis, c'est ça qui est magique avec l'immobilier et l'effet de levier, c'est que tu peux te constituer ce patrimoine même en partant de zéro. Puis une fois que c'est payé, si tu veux plus t'embêter à gérer des locataires ou avec des biens ou des choses à rénover ou quoi, bah, tu revends, tu places effectivement cet argent et puis là, t'as plus aucune gestion à faire et tu as une rente qui tombe, quoi. Ça, c'est clair. tout à fait. Et puis c'est ce qui est aussi magique là, dans cette histoire, c'est que je me dis, rien n'empêche de continuer les opérations déjà en place, de faire d'autres petites choses. Mais je veux dire, on peut très bien avoir sur une partie placée qui rapporte, et puis continuer d'autres investissements qui continuent à mettre de l'eau dans le moulin. Bon, voilà, c'est tout à fait envisageable. Donc moi j'aime bien fixer ce genre de petit objectif, me retrouver du coup avec différents leviers. Voilà, mais en tout cas, je pense que on en rêve tous, mais on a tous envie d'avoir comment dire, d'avoir du temps et d'avoir vraiment les moments super pour faire tout ce qu'on aime et d'avoir vraiment le temps pour le faire. Donc, on va dire que l'objectif c'est de gagner du temps. Voilà. Ok. Bah écoute Yann, impeccable. Avant qu'on termine cette interview, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être quelque chose de général ou je pense que toi comme moi on l'a vécu de la même manière et puis presque de manière un peu simultanée pardon. C'est simplement que nous on parle de chiffres, on vient d'évoquer 400 000 euros. Je pense qu'il faut pas non plus trop se faire de nœuds à la tête avec ça. C'est vraiment faut voir les chiffres. Quelque part, c'est un jeu aussi l'immobilier dans lequel il faut appliquer des règles précises pour que ça fonctionne. Et pour appliquer ces règles précises, il faut en connaître. Je pense qu'une nouvelle fois, toi comme moi, on a osé mettre des 700, des 800, voire 1000 euros dans des formations. Maintenant, la formation ne suffit pas, il faut derrière passer à l'action. Mais je vois, j'étais encore au téléphone avec une dame, il n'y a pas plus, juste avant qu'on s'appelle, j'étais au téléphone avec une dame qui m'a dit clairement qu'elle voulait faire de la location saisonnière, qu'elle allait acheter un appartement au bord de mer, mais qu'elle apprendrait sur le tas. Elle avait pas du tout envie de se prendre la tête à faire une formation. Moi, j'ai vraiment donné mon avis inverse là-dessus, où j'ai dit, vous avez déjà la chance d'avoir l'esprit pour passer à l'action, ça c'est super, mais j'ai dit, prenez le temps et investissez 900 euros dans une formation, et voilà, ça vous fera gagner des dizaines de milliers d'euros, donc c'est rien d'investir ce genre de montant. Hein. Je suis pas en train de faire une publicité parce que toi comme moi, pour l'instant, on est sur des conseils gratuits, donc voilà. Mais simplement, je pense que c'est très important d'avoir des bases solides et derrière, effectivement, d'être en mesure de les appliquer. Voilà, c'est tout ce que j'aurais envie d'ajouter par rapport à l'immobilier. Je suis tout à fait d'accord, hein, enfin, on l'a fait. Alors peut-être que la première fois, je me souviens que moi, enfin, sur la première formation, ouais, ça fait un montant, et puis tu te dis, tiens, est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un sur Internet, acheter une formation, mais pour l'avoir fait, et puis pour l'avoir fait dans une formation de qualité, puis d'autres derrière,
Euh, faut voir ça comme un investissement sur soi parce que c'est des compétences c'est comme on passe un diplôme ou qu'on va à l'école, hein. On apprend des choses qui vont nous servir toute notre vie, peut-être même plus dans l'investissement immobilier que dans une vie professionnelle d'ailleurs. Et il faut le voir comme un investissement sur soi. Et moi, je sais que ça m'a fait gagner sur chaque transaction un bon billet à la fois dans la négociation du prix d'achat et après dans l'exploitation, quoi. Et quand tu connais toutes les ficelles, tous les leviers, bah, c'est ce qui, sur du long terme, va faire la différence entre quelqu'un qui va, bah, comme tu dis, acheter un appartement, apprendre sur le tas, puis se rendre compte que, bon, bah, elle gagne pas forcément de l'argent, et puis des gens qui vont réussir à se tirer des cash flows avec quelques biens seulement et en vivre très rapidement. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, bon, pour conclure, simplement aussi pour montrer que ça existe et que ça fonctionne et qu'on peut le ressentir comme ça. Moi, je prends toujours cet exemple, j'en parle et j'en profite pour lui faire un clin d'œil. Je parle de Sandrine, donc ma copine. Euh, Elle m'a suivi dans ce genre de formation. Elle a regardé les vidéos avec moi. Elle n'était pas franchement intéressée au départ. Et aujourd'hui, ça me fait rire de voir que elle est en discussion avec des agents. Elle met des choses en place. Elle a acheté 2 petites maisons et elle a un appartement de 90 mètres carrés en plein centre-ville qu'elle a acheté pour sa résidence principale. Voilà, ça c'est toujours le clin d'œil qui me fait bien rire parce que en suivant et en passant à l'action et en appliquant des choses simples, ça fonctionne. Tout à fait. Voilà, Je suis ça tout à fait fonctionne. d'accord. Ok Yann, bon bah écoute, je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses intéressantes dans cette interview. Merci à toi d'avoir partagé ton expérience. Je t'en prie, merci, merci pour l'interview, c'est un plaisir. Bah écoute, plaisir partagé. J'espère que bah, pour ceux qui auront écouté l'interview jusqu'au bout surtout, bah, que vous aurez pu apprendre des choses. Et puis parce que voilà, ce que je trouvais intéressant dans l'expérience de Yann, c'est surtout que lui, donc il fait du meublé, ça c'est le fil conducteur, mais il le fait sur des typologies de biens et des modes d'exploitation qui sont très variés à chaque fois. Même des choses auxquelles moi j'aurais pas spontanément pensé, hein. On parle de la colocation courte durée aux agents EDF. Et donc c'était important et intéressant du coup bah voilà, de vous ouvrir un peu sur ces possibilités multiples qui s'offrent à vous avec le meublé. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée. Donc on en a vu une partie dans ce podcast, mais vous verrez quelques stratégies qui vous permettent de louer plus cher. Et puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires juste en dessous ce que vous avez pensé de cette interview. Merci et à très bientôt.